Bonjour et bienvenue dans ce libre journal des idées politiques. Je suis Victoire Lévesque et nous allons aborder aujourd'hui, vendredi 13, un sujet primordial, celui de la tradition. En effet, dans notre monde postmoderne aux allures pré-apocalyptiques, toute forme d'héritage semble être reniée, conspuée, éradiquée, avec la joie de faire table rase du passé, pour se tourner vers le plus grand soir du progressisme. Résultat, malaise dans la civilisation. Beaucoup d'intellectuels essayent d'expliquer la cause de cette grande braderie de notre histoire, puis de notre identité, et enfin de ce qui faisait de nous des hommes. On accuse la société de marché, l'individualisme, le règne de la raison raisonnante, la mort de Dieu qu'on a sacrifié à des idoles, l'essor de la technique, muée maintenant en technologie, ou encore les grandes vagues migratoires, qui tout à la fois nous poussent à constater une forme de déclin de l'Occident. Cela se traduit à l'échelle des individus comme à l'échelle des peuples par une perte de sens terrible qui provoque une errance dans tous les domaines de la vie. Les peuples sommeillaient, mais le destin prit soin qu'ils ne s'endormissent point, écrivait Hölderlin, laissant apercevoir l'espoir du réveil de notre civilisation en sommeil. Notre homme providentiel n'arrivant pas, il nous faut chercher salut ailleurs, dans d'autres notions, dans d'autres conceptions, et celle de la tradition se présente alors à nous, comme une bouffée d'air frais. La tradition pourrait-elle être le levier du renouveau de notre civilisation occidentale ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec nos illustres invités que je vais dès à présent vous présenter. Donc nous sommes avec le père Danziec, abbé de son état, mais aussi chroniqueur chez Valeurs Actuelles ou encore L'Homme Nouveau, où il est membre du Club des Hommes en Noir. Bonjour mon père. Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous à l'autre bout du fil. Vous pourrez donc nous éclairer sur les liens entre tradition et religion. Bonjour également à Guillaume Bernard, qui est présent aussi en distanciel. Vous êtes maître Bonjour et merci de votre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'ICES en Vendée. Vous enseignez l'histoire du droit et l'histoire des idées que vous connaissez bien. Auteur prolixe, vous partagez vos analyses sur la vie politique et sur l'histoire. Votre dernier livre porte sur la difficile mais ô combien cruciale question de l'avortement. Il s'intitule « De colère, fracassé dans l'ignorance » et vous pourrez le retrouver, chers auditeurs, aux éditions de L'Homme Nouveau. Et à propos de littérature, j'introduis de ce pas Rémi Soulier, docteur en lettres, exilé de son sud natal pour venir enrichir le mouvement de la Nouvelle Droite à Paris. Bonjour Rémi Soulier. Bonjour Victoire Lévesque. Vous écrivez régulièrement dans de nombreux magazines comme Éléments, mais vous avez surtout publié de nombreux ouvrages autour de figures politiques, littéraires ou bien de concepts, comme celui de Racination qui pourra nous intéresser aujourd'hui. Et j'ai la joie de mentionner également votre tout dernier ouvrage aux éditions de la Nouvelle Librairie en novembre 2024, qui a un titre particulièrement prometteur, L'enthousiasme. Et c'est donc avec ce même enthousiasme, cette soif de découvrir avec nos invités ce qu'est vraiment la tradition, que je leur laisse la parole pour essayer de définir, de débroussailler cette notion qui est à la fois très riche et très confuse puisque tout le monde met un petit peu tout et n'importe quoi derrière ce concept. Alors mon père, pourriez-vous nous parler de la tradition au sens religieux de ce terme et nous expliquer ce que signifie le traditionnalisme au sens de l'Église catholique ? Alors en effet, c'est une notion déjà très vaste. On va essayer d'être assez clair, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la vision chrétienne de l'homme, on considère que lorsqu'un petit homme vient à la naissance, il reçoit infiniment plus qu'il ne saura donner durant toute son existence. Voilà, donc il est déjà un héritier du passé, la langue qu'il va apprendre, les coutumes, les mœurs, la politesse, toutes ces choses-là qui vont le constituer en tant que personne. Il le reçoit du legs du passé, d'hommes qui avant ont expérimenté la vie et ses valeurs morales pour l'aider à choisir en toutes circonstances le bien au mal, le vrai au faux, le juste à l'injuste, pour faire court. Et donc, sous ce regard-là, voyez-vous, l'homme, en venant à la naissance et en étant un héritier du passé, il est amené aussi à contribuer aux générations futures, c'est-à-dire à marquer son passage sur la terre pour permettre l'accroissement du bien.
Il se passe que, en tant que baptisé, en tant que créature de Dieu et ensuite baptisé, l'homme a besoin non seulement de ce legs du passé, mais aussi d'un canal qu'on appelle la tradition, qui est un des deux grands vecteurs de la foi catholique. Il y a les Saintes Écritures et il y a la tradition. Les Saintes Écritures, ce sont la parole de Dieu. Ce sont donc les livres de la Bible. Les plus connus sont les 4 évangiles et puis aussi les épîtres, notamment celle de Saint Paul. Et puis, il y a la tradition, c'est ce que l'Église a toujours fait, a toujours enseigné à travers l'enseignement des apôtres au fur et à mesure des siècles, et que l'Église est attachée à transmettre, à préserver, j'allais dire, à coucouner pour permettre aux hommes de ce temps d'aujourd'hui et ceux d'hier à s'appuyer sur l'enseignement du Christ tel qu'il s'est transmis au fur et à mesure des siècles. Maintenant, l'Église, si elle est une institution divine, elle est composée d'hommes et elle est elle-même traversée au fur et à mesure des siècles de bouleversements intérieurs plus ou moins profonds, de sublimes aussi, certaines fois. En l'occurrence, peut-être qu'aujourd'hui, on vit, sans nul doute, pour les observateurs avertis, une crise dans l'Église. Et donc la tradition, il me semble, est un socle sûr, un repère, un trésor, un refuge, au sens où on refait ses forces pour poursuivre l'ascension d'une montagne. Donc sous ce regard-là, le traditionnalisme, aujourd'hui, par la transmission de ce que l'Église a toujours fait, notamment à travers sa sainte liturgie, offre aux baptisés de ce temps et aux hommes dans leur ensemble un univers, un cadre dans lequel ils peuvent refaire leurs forces pour affronter les défis de l'avenir. Merci mon père. Et je me tourne vers vous, Rémi Soulier. Votre connaissance profonde d'auteurs comme Evola qui parle de tradition primordiale ou encore peut-être pour citer René Guénon vous donne éventuellement une autre acception de ce terme de tradition. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que la tradition pour vous ? Oui, acception pour partie différente, mais qu'il n'y a absolument pas, en tout cas de mon point de vue, contradictoire avec la notion de tradition telle qu'elle vient d'être définie par le père d'Anziek et qui, effectivement, structurante dans l'Église catholique romaine. Elle est également dans d'autres tradition, c'est le cas de le dire, monothéiste, abrahamique. En islam, par exemple, la tradition est aussi un corpus, disons. Donc c'est une notion qui se retrouve dans les différentes foi ou dans les différents rameaux issus d'Abraham. En revanche, effectivement, comme vous l'avez dit, je m'intéresse beaucoup et je fais plus que m'intéresser à ce qu'on appelle parfois la tradition avec un T majuscule et qui est associé du qualificatif de primordial. D'ailleurs, vous avez utilisé vous-même, c'est un qualificatif que vous avez utilisé dans votre présentation. C'est assez amusant. Vous avez dit que le sujet de la tradition était primordial. Et effectivement, il l'est à plusieurs titres. Alors, disons que l'idée de tradition primordiale, même si elle paraît aujourd'hui peut-être un peu étrange, déjà que l'idée de tradition religieuse paraît à nos contemporains elle-même parfois assez saugrenue, donc l'idée de tradition primordiale, n'en parlons pas. C'est l'idée, pour présenter les choses de manière très très simple, qu'il existe un corpus initial, enfin en quelque sorte une révélation initiale dans laquelle s'inscrivent un certain nombre de révélations, un certain nombre de savoirs, un certain nombre de connaissances qui se manifestent par des symboles, par l'écriture même du monde en quelque sorte. Et on pourrait dire que dans la perspective de Guénon ou dans la perspective d'Evola, ce savoir initial, ce dépôt initial correspond à celui de l'âge d'or ou, si l'on veut, du paradis terrestre. Autrement dit, il y a un moment, au moment du fiat lux, si j'emploie les références bibliques, et au moment de la création, pour rester dans ce domaine-là, il y a un moment de plénitude qui est le moment paradisiaque, disons, paradis terrestre, et puis il y a ensuite un processus cyclique de manifestation et qui se caractérise par une forme d'entropie, c'est-à-dire une forme de perte de cette condition initiale. Néanmoins, la perte n'est jamais totale, sinon le néant aurait une raison d'être en quelque sorte, ce qui est contradictoire dans les termes, en tout cas d'un certain point de vue logique. Et donc, au cours de la manifestation, au cours d'un certain nombre de cycles qui tiennent à la temporalité elle-même, au développement du temps, cette connaissance se disperse, se perd, mais des reliquats
en sont toujours présents, sont toujours visibles, sont toujours rappelés par un certain nombre de révélations, de renouvellement de la révélation. C'est quelque chose, par exemple, que un Saint-Augustin ou un Joseph de Maistre, dans le registre purement chrétien, entendait très bien lorsque Joseph de Maistre dit avec Saint-Augustin que le christianisme n'est pas né avec le Christ, mais est né avec les jours. C'est cette idée-là, hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose d'antérieur à l'histoire elle-même, l'histoire étant elle-même conçue comme un processus anthropique, comme un processus, contrairement à ce que croient bien sûr les progressistes, mais comme un processus au contraire de délitement, de déperdition. Et cette tradition primordiale, donc, qui est recueillie dans les différentes civilisations, dans les différentes races, dans les différentes révélations, permet aux hommes une forme de réactualisation de cette connaissance. C'est une forme de réminiscence, pourrait-on dire, qui est offerte aux hommes, de manière à ne pas perdre de vue ce qu'est ce qu'on pourrait appeler l'ordre bon, ou l'ordre dans sa beauté et dans sa bonté. Ce sera l'aune à partir de laquelle on pourra mesurer les inversions que l'on trouve aujourd'hui en fin de cycle, bien entendu, dans tous les domaines. Inversions contre-traditionnelles, Guénon dira également contre-initiatiques, mais c'est pareil, c'est la même chose, ou anti-traditionnelles, contre-traditionnelles plutôt, qui nous permettent de voir que nous marchons sur la tête, enfin que le processus temporel étant un processus de déliquescence, nous en venons à inverser un certain nombre de choses. Néanmoins, cette tradition-là reste toujours présente, enfin en tout cas il y a toujours possibilité pour les hommes de s'en saisir, même dans le plus lointain oubli. Puisque même du point de vue philosophique, que l'on pense par exemple à la question de l'oubli de l'être telle qu'elle a été formalisée par Heidegger, c'est la même question qui est posée. Hein. Oublier l'être au profit des étangs, ou se focaliser sur les étangs et oublier l'être, ça entre dans le même processus de déperdition, de perte. Et donc la tradition est un repère, c'est un fanal, même si nous ne l'avons pas dans son intégralité, dans sa totalité, et même si elle est présente de manière diffuse dans toutes les traditions régulières, orthodoxes que l'humanité a connues, nous pouvons encore y avoir accès de manière parcellaire, de manière fragmentée. Tel est notre lot. Voilà une définition possible, rapide, de ce que René Guénon et Julius Evola et tous les penseurs de la tradition dite pérennialiste également considèrent comme étant la tradition primordiale. C'est un repère en quelque sorte. Merci beaucoup. Et je m'adresse maintenant à vous, Guillaume Bernard, pour apporter à ce geste définitionnel votre regard de politologue. Qu'est-ce que la tradition au sens un peu plus politique du terme? Comment elle se manifeste dans l'histoire? La tradition, en fait, c'est ce qui est conforme aux origines. Et ça suppose aussi que, il y ait la possibilité de préciser les choses, de les compléter, de les expliquer, de rendre vivantes les origines, les sources, en les actualisant. Donc la tradition, du point de vue de l'histoire des institutions, du point de vue de l'histoire des idées politiques, ça suppose qu'il y ait, et ça Rémi Soulier vient de le dire, qu'il y ait une ontologie et qu'on ne se focalise donc pas exclusivement sur les événements, sur les phénomènes. Qui dit ontologie, ça veut dire qu'il y a donc une source, un être, une origine, et d'autre part qu'il y a une finalité. Un objectif vers lequel on tend. Et donc, il me semble que la tradition en matière institutionnelle et politique, pour reprendre, alors là, pour le coup, plutôt un vocabulaire de type thomiste, c'est ce qui va permettre à l'essence d'être actualisé dans l'existence. C'est-à-dire le fait que la tradition, c'est quelque chose qui à la fois remonte aux origines et qui, en même temps, pour paraphraser l'autre, n'est-ce pas, et qui en même temps est toujours vivant, est toujours d'actualité. Ça me paraît essentiel de le noter. Encore faut-il, et alors c'est là où je dois avouer que j'ai toujours été un peu hermétique, non pas à ce que dit Rémi Soulier, parce que je l'écoute et je le lis assez régulièrement, et donc j'en tire véritablement des enseignements, mais en revanche, je suis assez fermé, je dois le reconnaître,
au texte de René Guénon, dans la mesure où il me semble que l'on évoque ou qu'il évoque une tradition qui ne s'appuie pas véritablement sur des sources identifiables par l'historien, des sources archéologiques, des documents, des textes, des œuvres d'art. Je suis un peu dubitatif, je dois le reconnaître, à l'idée qu'il puisse y avoir une tradition qui soit antérieure aux traditions qui, elles, s'appuient sur, sur véritablement des sources. Donc, si je veux résumer, la tradition d'un point de vue historique, institutionnel et politique, c'est ce qui va être conforme à ce qui est le fondement d'une société. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette société, elle ne continue pas à vivre et qu'elle, je dirais, ne précise pas, n'explicite pas, ce qui n'est pas forcément toujours clair au départ. Je prendrai juste un exemple et je ne voudrais pas marcher sur les plates-bandes du père d'Anziek, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes prêtres? Eh bien, parce que tout simplement, même si le Christ n'a pas explicitement dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de femmes prêtres, il s'avère que tous les apôtres, qui sont donc les prédécesseurs des évêques, tous les apôtres, sont des hommes. Donc la tradition explicite, ce qui est à la source, c'est-à-dire l'attitude qu'a eu le Christ vis-à-vis de ceux qu'il a envoyés enseigner toutes les nations. Donc voilà, ma petite contribution au début de cette émission pour définir la tradition. Et vous avez parlé de la tradition qui est conforme aux fondements d'une société. Aujourd'hui, justement, on a du mal à retrouver les fondements de notre société, soit qu'on les oublie, soit qu'ils soient érodés. En tout cas, on n'arrive plus à retrouver le sens du commun de ce que nous sommes ensemble pour faire nation et pour faire émerger une force commune et aller de l'avant. En fait, comme disait Frédéric Mistral, il faudrait refaire peuple. Comment est-ce que la tradition peut nous aider à refaire peuple? Comment est-ce que cet héritage peut nous permettre de retrouver des lieux communs, de retrouver notre communauté nationale? Rémi Sullier, par exemple, est-ce que vous voulez que je prenne la main pour répondre? Je vous en prie, je vous en prie. Alors écoutez, je prends la main. Je crois que ça a été d'ailleurs évoqué dans les propositions de définition que nous avons données à la tradition. Il est clair que c'est une notion qui s'oppose, je dirais, véritablement et très fortement aux préceptes philosophiques de la modernité. La modernité politique, elle s'appuie sur le subjectivisme, sur le contractualisme, c'est-à-dire sur l'idée que le corps social est le résultat d'un acte de volonté, d'une rencontre entre des personnes qui décident de mettre en commun un certain nombre de choses. Bon, donc il y a un constructivisme dans la modernité politique. Bien, la pensée classique, la pensée traditionnelle, elle s'appuie sur l'idée que le corps social est inscrit dans l'ordre naturel des choses, que la sociabilité est inscrite dans la nature de l'homme, qu'il est naturel à l'homme de vivre en société, qu'il s'agisse de la société familiale ou de la société politique, qu'elle soit plus ou moins grande, hein, que ce soit la cité ou que ce soit l'empire, par exemple. Bien. Cette conception de la sociabilité naturelle, elle se manifeste par des notions qui permettent justement à un corps social à la fois de continuer à vivre tout en étant fidèle à ses origines. C'est par exemple l'idée de coutume. C'est le fait qu'il y ait une pratique sociale qui se répète dans le temps et qui, parce qu'elle a permis au corps social de perdurer, parce qu'elle a permis une certaine harmonie dans ce corps social, cette coutume, elle est considérée comme étant obligatoire. Il y a donc les deux éléments constitutifs de la coutume, l'élément matériel, la pratique qui se répète, et puis l'élément psychologique, le sentiment d'obligation, le sentiment de loyauté vis-à-vis des ancêtres. Il est évident que la modernité rejette totalement, du moins très largement, l'idée qu'une société puisse vivre selon des habitudes héritées du passé. Alors qu'à l'inverse, évidemment, la pensée classique, elle, s'appuie avant tout sur cette idée. Il y a une autre notion aussi en histoire des institutions qui est importante et qui rejoint ce point, c'est l'idée de réformation. Que fait le roi de France? Il ne produit pas une norme abstraite, générale et impersonnelle de
sa raison, il va chercher à restaurer un ordre ancien qui a été perturbé par l'action des hommes. C'est l'idée de la réformation, l'idée d'un retour à une situation antérieure qui était plus harmonieuse, plus équilibrée, plus juste. Bon, il est très clair que aujourd'hui, si l'on veut défendre l'idée de tradition et de société traditionnelle, il faut au moins psychologiquement, rompre avec la modernité politique et renouer avec ces idées qui sont évidemment mises de côté, la tradition, la coutume, la réformation. Je crains qu'évidemment beaucoup de nos contemporains ne soient pas parfaitement, je dirais, prêts à cet effort. Dans cette idée de la tradition, il y a un retour à la transcendance aussi, un retour qui permet de faire ciment d'un peuple, puisque du coup on redonne du sens, on redonne une direction, un avenir, on remet les choses dans l'ordre en replaçant, si je peux dire, l'église au centre du village. Et cet héritage donc nous fait comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de notre individualité, d'abord une communauté, et puis ensuite un reçu de l'histoire, un reçu des communautés qui nous ont précédés. Est-ce que, Rémi Soulier, cela permettrait de peut-être donner un sens nouveau et donc de magnifier le monde dans lequel nous sommes, la société dans laquelle nous sommes, en faisant, à l'aide de la tradition, renaître des symboles, des légendes qui permettent également de retrouver des lieux communs qui constituent notre peuple et qui constituent notre identité? Alors, je reviens, mais très brièvement, sur deux remarques de Guillaume Bernard auxquelles j'adhère. Enfin, la première, en tout cas, lorsqu'il a souligné avec juste raison que la tradition est vivante. Il a tout à fait raison. La tradition est du côté de l'organique, pour reprendre le langage de Peggy, et non pas du mécanique, c'est-à-dire du côté de la mort. La tradition est vivante. Ce n'est pas la lettre morte, c'est l'esprit vivant. Toute tradition qui se considérerait elle-même comme un corpus figé, intangible, et un corpus de lettres mortes, oui, dans un sens le plus juridique, serait vouée à une sclérose, bien entendu. Mais la tradition telle qu'elle est entendue et telle qu'elle est vécue est profondément vivante. Elle revit à travers tous ceux qui se réclament d'elle, hein, qui la vivent et en lesquels, d'une certaine manière, elle s'incarne. Ça, c'est le premier point qui me paraissait important de souligner, enfin de répéter, suite à ce qu'a dit Guillaume Bernard. Le deuxième point, mais très très rapide, à propos de la remarque concernant Guénon, il est vrai que Guénon n'a guère de soucis de type, disons, d'érudition historique, de soucis archéologiques, pourrait-on dire au sens large. Disons qu'en un mot, et puis je n'y reviendrai pas parce que ce n'est pas directement le but de cette émission, mais le corpus révélé qui lui paraît le plus proche de la tradition primordiale pour des raisons cycliques, c'est le corpus hindou, c'est le corpus de l'Inde, c'est le corpus du Veda. C'est le premier en quelque sorte à ses yeux, et comme il est le plus ancien, il est celui qui est le plus proche, même s'il n'est pas global, même s'il n'est pas total. Je précise également que d'un point de vue chrétien, ce qui est souligné sur un plan métaphysique par René Guénon dans le Veda, et en particulier dans le Vedanta, la fin du Veda, ou l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire la question de la non-dualité, qui est le nœud de la tradition telle que René Guénon l'entend, se retrouve dans toutes les traditions, et que s'il fallait donner un nom dans le christianisme, il va de soi que Maître Eckhart, par exemple, serait considéré avec juste raison comme étant un de ceux qui, en Europe, et du point de vue chrétien, aurait été le plus proche de la métaphysique traditionnelle telle que l'entend René Guénon. On pourrait dire la même chose d'Ibn Arabi dans le domaine islamique, on pourrait dire la même chose de Shankara, bien entendu, dans le domaine indien. Voilà, hindou. C'est juste une parenthèse pour évoquer cette question des révélations. Refaire peuple, oui, vous avez tout à fait raison. Le drame est l'interrogation, en tout cas, en sommes-nous capables? Avons-nous encore suffisamment d'énergie vitale pour continuer à persister en tant que peuple? Vous avez dit la question du sens est décisive, et c'est la tradition qui donne le sens. Nous sommes dans un domaine complètement inversé, donc contre-traditionnel, et à l'idée de possibilité du sens, on a substitué le non-sens, précisément, c'est-à-dire une forme de folie, une forme de négation, dont le nihilisme est évidemment le nom le plus profond. Alors, nous baignons dans le nihilisme. Le nihilisme, c'est ce qui est le plus, d'un point de vue philosophique, qui est le plus éloigné, le plus antipodique, si j'ose dire, entre guillemets, de l'idée traditionnelle et donc de l'idée du sens.
Peut-on sortir du nihilisme ? De toute façon, on ne pourra jamais atteindre le point zéro, si j'ose dire, le néant, pour des raisons logiques, là encore. Mais nous nous en approchons dangereusement, puisque la chute continue à se dérouler vertigineusement, et plus on chute, plus la vitesse qui est prise est rapide, et plus on se rapproche de ce point zéro, en quelque sorte, avant que ne reparte un nouveau cycle et un nouvel âge, en quelque sorte. Mais les possibilités les plus sombres, les plus ténébreuses de notre cycle ne sont manifestement pas encore tout à fait atteintes, puisqu'on descend toujours plus bas. Donc il est très difficile de voir à horizon purement humain ce qui pourrait nous aider. Alors il y a des indices, hein, il y a toute une jeunesse en France, en Europe, il y a une prise de conscience, mais enfin collectivement nous sommes pris dans une forme de toile d'araignée très sombre, très obscur, et on voit mal comment, à partir des prémices telles que les a décrites Guillaume Bernard, c'est-à-dire le subjectivisme, l'individualisme, on voit mal comment le collectif au sens politique, l'unité du peuple, l'unité de la nation, voire l'unité civilisationnelle sur un plan européen, pour ce qui nous concerne, pourrait être reconstituée. Avons-nous encore le sens de l'unité ? Avons-nous encore la volonté de constituer cette unité ? L'individualisme ne nous interdit-il pas, tellement il est répandu, tellement il est devenu un réflexe, de penser la chose commune en elle-même? Est-ce que cela a un sens encore aujourd'hui de parler de bien commun, par exemple? Est-ce que c'est audible? Nous le pensons, oui, bien sûr, et nous sommes nombreux à le penser. Mais enfin, cela peut-il s'incarner? Cela peut-il prendre une tournure politique? J'ai tendance à considérer que nous ne sommes pas seuls dans cette histoire et qu'il faut sans doute aussi attendre, comme dirait Heidegger, une autre tonalité de l'être, une autre entente de l'être. Tout ne dépend pas absolument de nous, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous faisons avec ce que nous avons. Il faut que le scandale arrive, dit l'Évangile, et le scandale ne cesse d'arriver, ne cesse de se produire. Voilà, ce sont des temps à certains égards abominables. Ne perdons pas soyons à notre niveau, là encore presque individuel ou collectif au sens des communautés, y compris naturelles, soyons des gardiens de la tradition, mais gardons bien à l'esprit que la possibilité commune d'un retour commun au sens lui-même et au sens tel que nous l'avons entendu en France et en Europe est relativement précaire. Cela ne nous empêche pas, et précaire d'ailleurs fait entendre le mot prière, hein, ce qui relève ce qui est précaire, c'est ce qui appelle la prière. Bon, et la prière est évidemment tout à fait traditionnelle, ça va de soi. Donc voilà, et essayons de naviguer entre les écueils. Nous ne voyons que trop ces écueils. Et puis, voyons ce qu'il adviendra. Mais en tout cas, ne désespérons pas du sens. Ne désespérons pas du sens. Ne désespérons pas de la tradition. On dirait d'un point de vue chrétien, gardons la vertu d'espérance, ce qui est une manière confessionnelle, enfin, de traduire, ou théologique, de traduire le propos que je suis en train de tenir. Et gardons le cap, effectivement, oui. C'est possible, avant d'envisager une résurrection, une forme de retour, en quelque sorte. Vous dressez une toile très sombre du monde qui est sombré dans le non-sens, en posant la question d'est-ce qu'on peut retrouver le collectif, est-ce qu'on peut retrouver l'unité civilisationnelle européenne? Et je me tourne vers vous, vers Père Danzic, pour savoir si la religion chrétienne pourrait nous aider à retrouver ce sens du commun, parce qu'elle a quand même joué un rôle fondateur dans l'identité européenne et l'identité française. Est-ce qu'on peut se tourner vers la religion comme espoir pour raviver la tradition? Alors, évidemment que la religion chrétienne, en sens en tant que prêtre de Jésus-Christ, parce qu'elle a les paroles de la vie éternelle, et n'est pas seulement un moyen, en fait, elle est le phare, elle est, j'oserais dire, elle est la solution, mais pas la solution seulement pour les temps d'aujourd'hui, elle est la solution pour les temps d'hier et les temps de demain. Saint Augustin avait, pour ou donner un écho aux propos de Rémi Soulier, avait cette phrase où il disait, voilà, les temps ne sont ni bons ni mauvais, tu es le temps, toi, c'est toi qui es le temps. Donc à toi d'être bon pour que les temps soient bons. Le
chrétien lui-même, en s'appuyant sur la vertu d'espérance, va puiser peut-être cette énergie vitale qui a été évoquée par Rémi Sullier pour faire un peu ce que Jeanne d'Arc avait fait avant nous, c'est-à-dire les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Il me semble, pour répondre à votre question antécédente sur comment refaire peuple, évidemment, comment refaire peuple, c'est une question essentielle dans l'état de fracturation de la société, l'archipélisation, pour reprendre le thème de M. Fourquet, bien connu, de la France, de l'Hexagone. Je vous renvoie à une conférence qu'avait donnée Michel de Gégère à l'occasion d'une réunion organisée par les éveilleurs. Et c'était le thème de la conférence, sur le thème à quoi sert la culture, et il partageait la tribune avec Mathieu Boccoté. Et Michel de Gégère soulignait à la fin de son propos que pour défendre le bien commun, il fallait au préalable avoir l'idée du bien en commun. Et c'est cela le défi d'aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que cette idée de ce qu'on pourrait appeler les fondements de la cité, pour évoquer notre famille d'esprit, c'est l'urbanité, la civilité, la politesse, tout cela, ce sont des besoins essentiels. Et évidemment, l'évangile du Christ participe aux besoins essentiels de l'homme, que sont, me semble-t-il, la sécurité et la justice, l'ordre qui fait que l'homme peut vivre dignement ici-bas et donc bâtir ce que l'historien Pierre Chaunu avait, dans une formule très élégante, à mon sens, avait caractérisé en disant nous devons bâtir des espaces de paix et de sociabilité. Et la tradition, justement, en étant comme un filtre, voyez-vous, au fur et à mesure des siècles, elle vient filtrer ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, et au fur et à mesure du temps qui passe, elle émonde ce qui est superfétatoire, superficiel, pour ne retenir ce qui est essentiel. Donc, la tradition, sous ce regard-là, vient nous servir pour permettre, encore une fois, au petit homme de faire peuple, de s'asseoir sur un socle commun et de partager non pas seulement des valeurs, parce que les valeurs sont relatives, mais des convictions intimes qui passent de tu mets tes mains sur la table, ou au code d'honneur lorsque on a une dispute, on se bat pas à plusieurs contre un homme. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette mode dans les réseaux sociaux où on filme des bagarres et on voit un être qui est à terre avec des barbares qui sont par dizaines autour de lui à le fracasser. Or, si vous voulez, dans la tradition européenne et la tradition chrétienne, il y a, quand on a un différend avec son frère, eh bien, on a un code d'honneur. On se bat seul à seul. On se bat d'ailleurs même en duel autrefois. Voilà, c'est le principe un peu chevaleresque. Alors, quand on se coupe de cette tradition, eh bien, on revient à la barbarie. Donc, évidemment, ma chère amie, la religion, dans le fait qu'elle nous relie à Dieu, qui est à l'origine de tout homme, et qui est lui-même le phare indiquant le beau, le vrai, le bien, le juste, eh bien, plus l'homme sera religieux, plus il s'appuiera sur l'évangile du Christ, et plus nous pourrons bâtir ces espaces de paix et de sociabilité. Et à mon sens, moi, je n'ai pas une vision sombre du tout. Enfin, je ne dis pas que M. Soulier en a une, hein, je ne voudrais pas lui prêter des sentiments qu'il n'a pas. Non, je dis juste que on est sur cette ligne de crête aujourd'hui assez décisive, entre d'une part la lucidité et d'autre part l'espérance. Évidemment que les temps sont mauvais, ça c'est une réalité, je pense que c'est la lucidité qui doit nous pousser à le dire, et en même temps nous vivons une époque trépidante, j'ai l'occasion de le dire souvent, pour la simple et bonne raison qu'une petite lumière, une petite luciole ne brille jamais plus qu'au milieu des ténèbres les plus sombres. Alors, eh bien, à nous d'être des lumières les plus scintillantes pour que de lumière en lumière, nous devenions un brasier, un peu de feu dans quelques coins du monde, et tous les miracles de grandeur restent possibles. C'est une très belle image. Guillaume Bernard, vous souhaitez peut-être réagir? Oui, je voudrais ajouter quelques mots. Il est bien évident que
la religion permet la civilisation des hommes et aujourd'hui, elle est plus que nécessaire, comme vient de le dire le père Danziec, pour permettre aux êtres humains de manière générale et aux concitoyens de manière plus particulière de se comporter de manière morale. Bien. Mais je crois que si on veut aussi mettre en exergue ce que serait la tradition française, il ne faut quand même pas oublier que au-delà même de la foi des individus, le corps social qu'est la France doit à la religion catholique en particulier l'un de ses principaux fondements. On le sait bien, les Francs, en l'occurrence dans la dynastie des Mérovingiens, a réussi à réunifier la Gaule romaine qui avait été divisée par les Visigoths, par les Burgondes. Ils ont réussi à réunifier la Gaule romaine au nom et pour le compte du catholicisme. On sait bien que lorsque Clovis se convertit, il le fait au catholicisme très précisément et en rejet de l'arianisme qui est dominant Burgonde. La victoire de Vouillé puis ensuite l'action des fils de Clovis pour réintégrer dans la Gaule romaine le territoire occupé par les Burgondes, se fait au nom et pour le compte du catholicisme, ce qui permet à l'évêque Grégoire de Tours, l'évêque de Tours Grégoire, d'expliquer que Clovis avait été un roi providentiel. Il va de soi qu'un Français d'aujourd'hui n'a pas à être catholique parce que Clovis s'est converti au catholicisme. La foi de l'individu ne découle pas d'une obligation sociale. Dieu soit loué, nous sommes sortis de la pratique sociale de la religion qu'imposaient les religions païennes antiques, et pas que païennes d'ailleurs, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Bon, nous sommes sortis de là, et donc par conséquent, évidemment, c'est la foi de l'individu qui fera qu'il aura la pratique religieuse. En revanche, au-delà même de la foi des individus et des Français aujourd'hui, il s'avère que la France a une identité dont une partie est une identité religieuse, et la France est traditionnellement chrétienne, mais même plus précisément catholique. Pour répondre à la question refaire peuple, je crois qu'il faut prendre en considération tout ce qui a fait tout ce qui est au fondement, je dirais, de l'existence d'un corps social, et en particulier pour ce qui est de la France, je crois qu'il y en a trois. Il y a trois traditions. Il y a la tradition catholique. Il y a la conception, je dirais, réaliste de la philosophie grecque, et puis il y a le droit romain, la conception d'un droit qui est attribué à la personne et qui n'est pas en fait un droit attribut de chaque être humain, pour reprendre la merveilleuse distinction qui a été établie par Michel Villet. Donc renouer, refaire peuple, on peut évidemment continuer à vivre au jour le jour dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui, mais si la France veut redevenir la France, elle ne peut que renouer et continuer à faire vivre ce qui est à son fondement. Et moi, je vous ai donné ce qui me semble être l'ontologie de la France, c'est-à-dire le catholicisme, le droit romain et la philosophie grecque. Rémi Soulier, est-ce que vous souhaitez apporter un élément pour compléter, pour abonder dans le sens de nos autres intervenants? Oui, un élément peut-être interrogatif. Bon, je suis d'accord, bien sûr, avec ce que vient de dire Guillaume Bernard. Et il y a ce qu'on pourrait appeler un mystère français. Comme disait Peggy, la France est à la fois la fille aînée de l'Église et la mère de la Révolution. C'est-à-dire que nous avons assisté à une forme d'inversion des pôles, enfin une inversion polaire. Comment la France, qui se détache progressivement de l'Empire et qui va devenir un des paradigmes de l'idée royale puis de l'idée nationale, associé dans sa chair, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, prenons la tripartition traditionnelle de la personne, un corps, âme, esprit, et le corps, l'âme, l'esprit français est évidemment associé en tant que français
au corps, à l'âme et à l'esprit catholique. Comment cette émergence providentielle, disons, a-t-elle pu basculer dans son inversion complète, c'est-à-dire dans l'idée révolutionnaire telle qu'elle a été comprise par la Révolution française, c'est-à-dire par une forme d'universalisme abstrait qui va s'inscrire en faux contre le catholicisme, au moins conçu, lui, comme un universel concret, disons. Comment ce basculement a-t-il été rendu possible? Pourquoi a-t-il été rendu possible? Lui-même ressorti, vraisemblablement, et là j'en appelle encore à Joseph de Maistre, à une forme de providentialisme, si on tient à ce qui est mon cas, à souligner ce caractère mystérieux de la vocation des nations. Vous savez, chaque nation a un ange. Bon, eh bien, qu'en est-il de l'ange français? Qu'en est-il de Saint-Michel? Qu'en est-il de l'esprit français? Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, la situation est inquiétante. Le père d'Anziec évoquait à propos de ce que je viens de dire précédemment une vision assez sombre. C'est vrai, je ne le nie pas. Il y a quelque chose. C'est ainsi que je ressens les choses. Enfin, je les ressens à la fois dans leur. Je ressens les points les plus élevés, les plus denses avec une très grande intensité, et puis les points les plus bas avec leur lourdeur, disons, avec leur pesanteur, avec la manière la plus intense également. Il me semble que nous sommes, oui, alors Père d'Anziec a évoqué la formule de ligne de crête, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à penser que l'on a déjà basculé dans une forme d'abîme. Bon, mais voilà, nous sommes pris dans quelque chose qui aussi nous dépasse dès lors que l'on tient, ce qui est mon cas, à maintenir l'idée d'un sens. Enfin, elle ne dépend pas de nous, d'ailleurs, l'idée d'un sens. Le sens se fait, nous ne le construisons pas, nous le recevons. Mais nous avons pour mission de le reconnaître. Et donc, je le reconnais, le sens. Je prends de front le caractère insensé et nihiliste du désespoir contemporain, du désespoir moderne, pratique, je veux dire. Mon propos n'est pas désespéré, lui, mais la vie contemporaine montre une forme de désespoir qui est à l'œuvre et de destruction, y compris de destruction de la France. Bien évidemment, c'est ce à quoi de dissolution, d'anéantissement, et qui est en jeu. Alors les civilisations sont mortelles, certes, là, mais on approche quand même dangereusement enfin, en tout cas, nous vivons une agonie quasiment à la Bernanos, à la Monsieur Wynne, une agonie qui est tout de même assez triste et assez prégnante, en tout cas suffisamment pour qu'elle se maintienne, pour qu'elle demeure. Voilà. Mais oui à la lumière, bien entendu. Oui au Paris c'est pas au Paris, à la Luciole. Les Lucioles sont là, la lumière est là. Il ne faut pas que nous la tenions sous le boisseau. C'est ce que nous faisons en sorte de ne pas faire et donc de la rendre visible. Mais prenons la mesure du désastre, c'est-à-dire de la rupture avec l'astre. Voilà, nous sommes quand même en un temps de crépuscule des dieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Et dans ce renversement des pôles, ce basculement, on est tombé dans une modernité assez triste finalement. Il semble qu'en fait la tradition, une forme de tradition existe toujours, qu'elle a été détournée, qu'on crée de nouvelles traditions. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte maintenant de tradition de la modernité, puisque nous, on nous parle avec ce concept de tradition qui est comme réutilisé par des simulacres de tradition des droits de l'homme. On fête Halloween, on ne peut pas nier que c'est devenu une forme de tradition. La fête des voisins, pour citer un autre exemple. Donc en fait, on remplace une première tradition par une autre tradition qui effectivement fait moins envie, qui comme un univers plutôt en noir et blanc, si on peut faire cette comparaison-là. Et donc, on peut se poser la question de quels critères en fait de la tradition, puisque dans la tradition, il y a à la fois un héritage, on a beaucoup abordé cet aspect-là, mais il y a aussi un moment, un discernement, un choix de reprendre aujourd'hui cet héritage du passé. Comment se fait ce choix? Comment on discerne quelle tradition on reprend aujourd'hui pour reprendre les traditions des Pardo-Bretons et pas celles d'Halloween, par exemple?
Vous avez raison, nous vivons l'âge de l'ersatz, comme disait William Morris. Nous vivons l'âge de l'ersatz, donc l'âge des falsifications et l'âge du spectacle, largement motivé par des considérations financières, productivistes, profitables, puisque évidemment Mammon régit notre monde actuellement, c'est une évidence. Donc, d'abord, nous avons un devoir de clarification, c'est-à-dire regardons ce qui relève en effet de la tradition et ce qui relève de la falsification. Le propre de la falsification, disait Guénon, c'est la parodie. Donc, la fausse tradition parodie la véritable tradition. Elle fait office en quelque sorte de singe, au sens où Satan est le singe de Dieu. Bon, il y a quelque chose il y a de la singerie dans l'ersatz, dans la falsification, dans le règne du faux. Que Renaud Camus appelle d'ailleurs le faucelle, la représentation le réel en tant que faux. Et Debord également, le faux comme moment du vrai, etc. Alors, je dirais que pour déterminer ce qui relève de la tradition et ce qui n'en relève pas, il faut moins s'attacher encore une fois, à la lettre de l'histoire et à l'histoire qu'à ce qui ne passe pas. C'est-à-dire que, et là c'est le côté un peu platonicien qui m'est très cher, veillons, c'est Gomez d'Avila qui disait également que le conservateur ou le réactionnaire, je ne me souviens plus, ce n'est pas celui qui cherche le passé, mais celui qui regarde vers les collines éternelles. C'est-à-dire, sortons du temps. Nous sommes pris dans le temps pour une part, même si le temps a aussi quelque chose d'illusoire. Mais veillons à comprendre le temps, comme disait Platon, comme une image mobile de l'éternité immobile, et donc de nous tendre de cœur, d'âme et d'esprit vers ce qui est éternel, c'est-à-dire ce dont on pressent, mais de manière très physique, presque charnelle, que cela ne passe pas, que cela ne saurait passer, ce qui n'est pas transitoire, ce qui demeure. Et là, c'est-à-dire ce qui traverse les siècles, mais qui en même temps n'en est pas dépendant, qui n'est pas dépendant de l'histoire, qui n'est pas dépendant de la temporalité. Et il y a de grands invariants. L'amour, par exemple, d'un point de vue religieux, est un invariant. La connaissance dont je parlais tout à l'heure est un invariant. Les grandes données de l'anthropologie sont a priori des invariants. On est en train aujourd'hui de les manipuler sur tous les plans, sur tous les fronts, théorie du genre, manipulation génétique. Donc on voit que même là, le rouleau compresseur de la contre-tradition s'applique. Néanmoins, jusqu'où pourra-t-on aller dans la dénaturation de l'être humain? Jusqu'où pourra-t-on aller dans la fin de l'emprise sur le roc, sur ceux qui ne passent pas? On peut aller très loin manifestement, mais à mon avis, à moins d'un anéantissement, encore une fois, lorsqu'on aura touché le fond, il n'y aura plus qu'à remonter. Il faudra, parce que je ne crois pas du tout à l'idée de néant. Je crois que l'idée de néant est impensable en quelque sorte, et qu'elle est contradictoire avec l'être tout simplement, et l'être que l'on constate, au sens de cette existence actualisée, de cette essence actualisée par l'existence dont parlait en bon thomiste Guillaume Bernard tout à l'heure. Voilà, donc je crois que c'est un regard permanent sur l'éternel, en quelque sorte, qui me paraît très important pour comprendre l'idée de tradition dans son authenticité et dans sa vérité. Juste avant d'écouter Guillaume Bernard pour compléter ses propos, nous allons vous parler du marathon du don pour aider Radio Courtoisie. Chers amis, comme l'an passé, un généreux mécène renouvelle son soutien à notre radio. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don fait à Radio Courtoisie d'ici le 31 décembre. Vous le comprenez, il s'agit d'une aide providentielle, car nous avons besoin de 120 000 € pour finir 2024 à l'équilibre et de 100 000 autres pour lancer les enquêtes et reportages qui nous permettront de promouvoir vos idées et de combattre celles de nos ennemis en 2025. J'insiste, il n'y a pas de petits dons. Chaque euro compte. Plus que jamais, et surtout si vous écoutez nos programmes sans contrepartie, je vous demande de participer à notre marathon du don afin de développer Radio Courtoisie pour toujours mieux défendre vos idées. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Guillaume Bernard, la parole est à vous. Vous souhaitiez rebondir sur ce que disait Rémi Soulier à propos du critère de la tradition, qui est ce qui ne passe pas, ce qu'on pressent comme éternel, qui traverse l'histoire.
Oui, parce que vous aviez, Victoire, posé la question de savoir si on pouvait prendre comme de nouvelles traditions un certain nombre de phénomènes sociaux. Or, il me semble qu'il y a un point essentiel à retenir. euh, Peut-être est-il un peu obsessionnel chez moi, mais c'est l'idée, n'est-ce pas, que qui dit tradition dit une source ontologique, dit le fait qu'il existe l'être. Hein. Alors, je suis moins compétent que Rémi Soulier sur Heidegger, mais le fait que l'être, ce soit le bien, je crois que il faut bien avoir en tête le fait que le mal, dans la conception traditionnelle de la philosophie, ça n'est pas dans une vision manichéenne une force qui s'oppose à une autre force, c'est ce qui détruit le bien. Bon, eh bien, je crois que une fois qu'on a ces éléments-là en tête, j'espère être suffisamment clair hein, et précis, mais une fois qu'on a ces éléments-là en tête, on a un critère d'identification, de falsification de la tradition, hein, pour reprendre ce que Rémi Soulier a dit il y a quelques minutes à peine, de falsification de la tradition. Il y a ce qui va, eh bien, conforter l'être, lui permettre de continuer à être vivant, à exister, et puis il y a ce qui va détruire, je dirais, ce qui est à l'origine, ce qui est au fondement du corps social. Vous avez évoqué Halloween, vous avez évoqué, je ne sais plus si vous avez prononcé le mot, mais enfin l'état de droit, etc. Est-ce que, ou Rémi Soulier a évoqué le transhumanisme, la théorie du genre, tout ce qui contribue à dénaturer l'homme, sous prétexte que l'homme pourrait s'auto-construire. Eh bien, toutes ces philosophies-là, toutes ces tendances politiques-là, eh bien, elles ne font que détruire aussi bien l'être humain que le corps social, et donc elles peuvent être identifiées, me semble-t-il, comme étant de fausses traditions et n'étant pas ce qui permet au corps social de se perpétuer tout en continuant à exister, y compris, pourquoi pas, en se transformant. Pensez tout simplement que l'art gothique a succédé à l'art roman. Pensez que la musique classique a succédé à la musique baroque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on est bien dans quelque chose qui perpétue une tradition sans que pour autant, eh bien, cette société soit figée. Mais en revanche, il y a des phénomènes sociaux qui détruisent et donc, on peut les assimiler à un mal qui détruit le bien. Me permet de faire peut-être la synthèse, je ne sais pas, mais puisque Rémi Soulier a terminé son propos tout à l'heure en disant, en parlant du besoin de transcendance hein, pour nos contemporains, comme critère de la transmission, et notre ami Guillaume Bernard, il a son dada aussi, c'est la défense du vivant, la défense de la vie, et on voit bien que le mal lui-même détruit le vivant. Il me semble comme critère de transmission justement, c'est que et ce qui explique la déroute actuelle, c'est qu'à la fois jamais dans l'histoire de l'humanité, il a été aussi évident pour nombre d'hommes que le surnaturel, le transcendant, lui est absent. Il vit comme si Dieu n'existait pas ou comme si il ne devait pas un jour rendre des comptes pour ce qu'il fait. Ça, c'est inouï dans l'histoire hein, de l'humanité, cette vie sans Dieu, cet athéisme forcené. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il me semble tout aussi important, jamais dans l'histoire de l'humanité, pardonnez-moi si je m'avance en disant ça, mais je ne crois pas me tromper, jamais l'enfant à naître a été vu comme une gêne, comme un obstacle à mon bien-être. L'enfant, dans toute civilisation, dans la grande tradition de l'humanité, hein, et évidemment européenne hein, par excellence, l'enfant est une bénédiction. L'enfant est une bénédiction. Et pourquoi on entretient des traditions? On entretient des traditions justement pour donner à l'âme humaine toutes les résonances qui habitent son cœur. Il y a dans le cœur de l'homme un besoin d'au-delà. Il y a dans le cœur de l'homme un besoin de défendre son semblable. Mais ce besoin peut être étouffé. C'est ce qu'on observe aujourd'hui.
Et à la fois cet appétit de transcendance et à la fois cette défense élémentaire du petit, du sans grade et du fragile est absente. Et quand notre Ernest Renan breton dit qu'est-ce qu'une nation, il dit que c'est un pathéorique des grands hommes, de la gloire. Voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Faire des choses, avoir fait des grandes choses ensemble et vouloir en faire encore de nouvelles, c'est justement parce qu'on sait qu'on a un legs à transmettre à nos semblables et que il y a un appétit de vie en nous qui aspire à rendre notre monde plus beau ou à tout le moins laid qu'on a pu le trouver en naissant, en venant au monde. Et il me semble que c'est un peu là le cœur, si vous voulez, du critère de la transmission dans les traditions, c'est ce double critère à la fois de transcendance, de bien surnaturel, des biens de l'âme, dirait une Simone Weil, et en même temps cette défense de la nature humaine, de la dignité de la vie humaine, de sa noblesse, de ses grandes vertus, ce qui nous différencie du reste de tous les autres vivants. Voilà. D'ailleurs, à cet égard, je me permets de rajouter, c'est Saint-Exupéry qui disait que la qualité d'un homme se mesure au nombre et à la qualité de ses biens, au nombre et à la qualité de ses biens. Excusez-moi, mais si votre bien aujourd'hui, c'est votre dernière story sur TikTok, vous comprenez avec moi qu'on est quand même la qualité de l'homme s'en trouve quand même pas à certains égards menacée ou effondrée. Quand si le bien c'est de construire une cathédrale, de vouloir d'avoir un appétit de conquête pour son pays, oui, de fierté nationale, de piété filiale à l'endroit de ceux qui ont construit le sol sur lequel on a la chance de vivre et de respirer aujourd'hui, ça modifie quelque peu les perspectives. Et je vous avoue que pour ma part, je suis un pauvre pêcheur, évidemment, ça va sans dire, mais néanmoins, en lisant la vie des saints, en voyant ce que d'autres ont fait avant moi, quand on va à Saint-Laurent-sur-Sèvre et que sur la plaque mortuaire, on voit l'épitaphe de Saint-Louis-Marie Grigny-Montfort, l'apôtre de l'Ouest, qui est mort à 46 ans. Moi, j'en ai 40. Oui, il me reste encore 6 ans pour arriver un petit peu à ses chevilles. Voilà, c'est se dire, la vie est courte, essayons de faire tout notre possible pour que l'enfer redéborde le moins possible. C'est tout. Voilà. Et moi, personnellement, en tout cas, ça me donne l'appétit de me lever le matin et de croquer dans le quotidien à pleines dents. Rémi Soulier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ces riches échanges ? Non, je suis tout à fait... C'est un discours que j'entends parfaitement, bien sûr, en particulier celui qui consiste à souligner à quel point l'absence de surnaturel, l'absence de transcendance, d'idées même de transcendance, disons même d'idées d'absolu, d'infini ou d'éternel, nous est devenue, parce que je parle au singulier, parce que ce sont des termes qui sont en tout cas que l'on peut convertir les uns dans les autres en un sens, mais ces idées-là ou cette idée-là nous est devenue absolument étrangère et tout est fait pour l'éradiquer, pour l'extirper et pour nous vouer à une forme d'immédiateté dévorante dans son aspect le plus naturaliste, le plus matériel, le plus rentable, le plus profitable. À nouveau, nous sommes de plus en plus chosifiés tout simplement et aliénés, donc mis au rang de choses parmi les choses, l'homme le capital le plus précieux, etc. Donc effectivement, à partir du moment où vous niez l'idée même d'âme, vous vous apprêtez à faire n'importe quoi et à utiliser les autres comme des objets, comme des biens manipulables, transformables à merci. Je songeais également, écoutant le père d'Anziègue, je songeais un mot de René Char qui est assez curieux mais qui est assez révélateur de notre temps. René Char disait « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Alors évidemment, on va dire comment notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Il y en a deux dans l'histoire européenne récente, au moins depuis la christianisation de l'Europe. Il y a l'ancien et le nouveau. Donc comment René Char a-t-il pu dire cela ? Néanmoins, il me semble qu'il a perçu quelque chose de juste dans la période qui est la nôtre, qui est toujours qui était la sienne et qui demeure la nôtre dans son aspect les plus, y compris avec son aggravation en quelque sorte. Mais il a perçu
que cet héritage-là, qui n'est précédé d'aucun testament, ou de testament nié, nous ouvrait la porte vraisemblablement à toutes les manipulations. En tout cas, c'est une lecture que l'on peut faire de cette phrase-là. Ce n'est pas celle qu'il aurait faite lui, vraisemblablement, mais enfin, elle me paraît audible, cette lecture-là d'un héritage donc qui serait au fond, qui ne viendrait de nulle part, qui pourrait être reconstruit, bricolé, qui pourrait être donc lui-même falsifié. Et puis il y a la question de l'enfance également, c'est vrai. L'enfance aujourd'hui est elle-même niée. Elle est niée de plusieurs manières, mais que l'on songe par exemple à toutes les entreprises de sexualisation à outrance de l'enfance, c'est énorme ce qui se déroule sous nos yeux. Là encore, il y a cette attaque menée contre l'enfance, contre l'esprit d'enfance et contre ce qu'il suppose, c'est-à-dire une forme d'émerveillement, de naïveté, mais au sens du nativus, de celui qui vient de naître, de celui qui découvre le monde, qui ouvre les yeux et qui est tout à la joie de la découverte et de cet émerveillement, de cet étonnement qui lui-même est au fondement de la philosophie, comme on sait, en tout cas au sens grec du terme. Ces attaques répétées contre l'idée d'enfance sont aussi significatives du temps dans lequel nous vivons, et elle participe elle-même de cette vaste entreprise de négation de la tradition. On le voit de plusieurs manières. Enfin, les attaques sont régulières, répétées. Donc tout ceci est assez triste, me semble-t-il. Effectivement, on constate bien cet arrachement à la transcendance, à l'esprit d'enfance dont vous parlez, Rémi Soulier. D'un autre côté, comme vous disiez, mon père, il demeure cet appétit de vivre, cette soif des biens de l'âme dans nos cœurs, dans ceux aussi de nos concitoyens, parfois en tout cas. Et donc, malheureusement, qu'est-ce qu'on a à apporter à ça ? Eh bien, une vision de la tradition qui est parfois trop passéiste finalement, qui apparaît comme étant un espèce de culte de statues poussiéreuses, comme l'exhibition d'un passé lointain qu'on voudrait faire revivre un petit peu comme dans un film historique. Comment faire en sorte que la tradition n'apparaisse pas comme une nostalgie du passé ? Comment se débarrasser de cette étiquette un petit peu qui nous empêche finalement de transmettre la tradition primordiale dont nous parlons, cette tradition qui est en fait plutôt une flamme que le culte des cendres. Oui, alors d'abord, permettez-moi respectueusement de vous dire que je n'appréhende pas mon quotidien dans le but de me défaire des étiquettes qui pourraient m'être mises sur mon front. Vous voyez, enfin, je comprends évidemment le sens de votre question, mais je me méfie de tous ceux qui voudraient à tout prix d'abord, surtout ne pas passer pour ceux qu'ils ne sont pas, ou voilà. Que m'apporte en fait ? Moi, ce qui m'apporte, c'est d'être un peu, on parlait de la tradition française tout à l'heure, un peu à la Cyrano. Et je porte mon chapeau de travers, ou comme ça, ou comme si. Que m'apporte ce que mon prochain en pense ? Ce qui m'apporte, c'est de le porter comme je pense devoir le porter. Ça, c'est la première chose. Maintenant, c'était le titre du livre des derniers livres du regretté Patrick Buisson, La fin d'un monde, et le bandeau c'était mieux avant. À beaucoup d'égards, c'était mieux avant, c'est vrai, mais tout n'était pas mieux avant non plus. Ce qu'il faut, c'est que ce soit mieux demain. Et c'est le sens de l'espérance chrétienne. Alors, la tradition n'est pas un attachement passiste immobilisant. C'est la phrase très connue de Gustave Thibon, avec son accent si caractéristique, qui disait voilà, quand on arrache les racines, je ne pleure pas sur les racines, mais sur la rose qui va faner après. Les traditions, nos traditions, elles sont constitutives de notre avenir. Justement, c'est ce que Charles Maurras parlait de lui-même dans ses écrits, de l'importance de ce socle.
Et me semble-t-il, il y a une grande importance pour chacun de nous de défendre ces traditions pour l'avenir. Il disait, si les saints peuvent prier en paix et les sages travailler avec fruit, c'est que l'épée guerrière menée par le sceptre des rois a déterminé autour d'eux la zone où ces occupations sublimes restent possibles. Quand Syracuse est prise, Archimède est égorgé, et tant pis pour le théorème. On connaît cette phrase. Donc, défendre les traditions, c'est permettre que des théorèmes puissent advenir, c'est permettre que des progrès soient effectués, c'est juste ça. Donc, sous ce regard-là, il me semble important de rappeler que la tradition, c'est l'écosystème dans lequel se forgent, se scellent les générations de demain, la jeunesse. Et nous, moi, dans mon institut, dans ma vie de prêtre, je m'attache, tant que faire se peut, comme d'autres autour de moi, d'autres confrères autour de moi, à bâtir des écoles, à permettre à des familles d'élever chrétiennement et sereinement leurs enfants. Pourquoi on le fait? Accessoirement, on le fait pas pour l'argent parce qu'il nous en coûte, mais on le fait évidemment pour que demain, peut-être parmi eux, sortira une flèche, un héros, quelqu'un de courageux avec bien plus de capacité que nous n'en avons tous les quatre autour de ces micros et qui permettra de refaire la France et de reconstruire un monde meilleur, encore une fois. Voilà. Guillaume Bernard, à vous la parole. Je crois sincèrement que la modernité qui s'oppose évidemment à une conception traditionnelle de la société n'a pas tant que ça le vent en poupe. Bien sûr que on l'a dit, ou disons plusieurs intervenants dans cette émission l'ont dit, et je suis parfaitement d'accord, la situation d'aujourd'hui n'est évidemment pas très souriante. Il n'empêche que de la France ou de l'Europe, que à l'intérieur même de nos sociétés, la modernité est quand même quelque peu discutée. Regardez comment apparaît l'Occident par rapport comment est vécu ou comment est perçu l'Occident dans le reste du monde, ce qu'on appelle le Sud de manière un peu synthétique. Eh bien, il est rejeté. Mais ce qui est rejeté, ce ne sont pas les peintures de Michel-Ange, ce ne sont pas les musiques de Handel ou de Purcell. Ce qui est rejeté dans l'Occident d'aujourd'hui par le Sud global, c'est le wokisme, c'est le lobby LGBT, etc. Donc, c'est une chance finalement pour l'Europe que eh bien, la modernité soit rejetée, ou le modernisme, le progressisme soit rejeté par le reste de l'humanité. Et à l'intérieur même de nos sociétés. Alors, je sais bien que leur démarche est sans doute incohérente, mais vous avez dans la jeunesse une préoccupation écologique qui parfois va jusqu'à une éco-anxiété sans doute exagérée. Mais si leur position est incohérente parce qu'à la fois ils s'inquiètent de l'avenir de la planète, mais ils ne s'inquiètent pas de l'avenir des enfants à naître, il n'empêche qu'il y a quand même dans leurs préoccupations l'idée qu'il existe un bien commun. Alors ils ne le c'est sûr, bien entendu, ils ont quand même une réaction, me semble-t-il, relativement saine. Nous avons donc une accroche pour pouvoir leur parler, c'est-à-dire le fait qu'ils considèrent qu'il n'y a pas fondé sur les rapports de force, mais qu'il y a tout de même l'idée qu'il existe eh bien, un ordre des choses. Eh bien, s'ils pensent qu'il existe un ordre des choses, nous avons peut-être moyen, nous avons sans doute possibilité de logique des choses, l'ordre naturel suppose eh bien, d'y rechercher les lois qui le régissent, que ce soit des lois physiques, des lois biologiques ou aussi des lois sociales. Et donc, il me semble quand même que les circonstances peuvent nous permettre d'envisager de faire comprendre à nos contemporains la
conception classique de l'ordre social et de les faire renouer. Alors, bien entendu, malheureusement, nos hommes politiques sont en dessous de tout et je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à espérer de leur part. En revanche, et je rebondis sur ce que le père Danziac vient de dire, reconstituer le tissu social, tout ça, notre prochain, comment on peut reconstituer une société traditionnelle. Ça passe par des écoles, ça passe par la défense du patrimoine naturel ou du patrimoine culturel, ça passe par des mouvements de jeunesse et par capillarité, petit à petit, retisser la société. Donc je dirais que si bien entendu de manière générale nous sommes plutôt au fond du trou que sur les cimes, il n'empêche que les circonstances peuvent permettre de reprendre la main et que nous avons tous, en fonction de nos compétences, son état, celui d'abbé ou celui de père de famille, celui d'intellectuel ou celui de chef d'entreprise, eh bien de reconstituer le social et de refaire vivre la tradition, parce que c'est peut-être un de nos leitmotifs, me semble-t-il, dans cette émission, c'est de bien faire comprendre que la conception traditionnelle d'une société, c'est pas une société figée, c'est une société qui est conforme à ses origines et qui est toujours vivante. Rémi Soulier, pour vous, en quoi la tradition est-elle vivante? En quoi est-elle tournée vers l'avenir? Est-elle cet enracinement dynamique dont parlait Michel Maffezoli dans Le Réenchantement du monde? Précisément parce elle est ce qui demeure, fût-ce de manière obscure et secrète, dans ce que j'allais presque appeler le samsara, c'est-à-dire dans le flux de l'histoire contemporaine ou de la non-histoire contemporaine. Elle est la trame, elle est un fil d'or. C'est bien pour cela qu'elle est. C'est même peut-être la colonne vertébrale qui permet, une fois encore secrètement, que le naufrage ne soit pas, de faire en sorte que le naufrage ne soit pas complet, qu'il y ait que le navire soit encore à flot et que la nef puisse circuler et ne pas sombrer. Mais elle est rendue elle est très discrète et comme elle est niée avec ce qu'elle suppose. On a évoqué tout à l'heure la transcendance, on a évoqué la question de l'éternel, comme tout est pris dans le flux du temps et un temps de plus en plus accéléré, qui vise précisément à nier toute idée de permanence, toute idée de stabilité. Il est difficile de la détecter, mais on peut s'y ajuster. Je crois que nous avons un travail aussi d'ajustement à faire qui est aussi très individuel, qui est collectif, certes, c'est vrai, et les éléments que donnait Guillaume Bernard à propos du Sud global, on pourrait songer aux BRICS, etc. Bon, il est vrai que l'Occident tel qu'il est aujourd'hui, en phase terminale, est perçu dans le monde entier comme un lieu de délire, enfin un lieu de folie, enfin quasiment comme un asile psychiatrique. Bon, donc il y a des éléments en effet individuels ou collectifs, communautaires aussi. On peut songer à différentes associations, différents mouvements, politiques ou non, dans le domaine identitaire, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens. Il y a des raisons en effet de percevoir encore ce fil d'or, et la jeunesse, en tout cas un grand nombre de jeunes gens, le perçoivent et veulent s'y arrimer à ce fil-là. Mais ce devoir d'ajustement que nous avons, il me semble que nous devons le mener, nous faire en sorte de le vivre nous-mêmes, individuellement, familialement, collectivement, presque d'une manière hiérarchique, commencer en effet par la famille, et puis ensuite par le métier, par la province, Charles Maurras tout à l'heure était cité par le père Danziac. Bon, il y a la fameuse formule de Maurras, je suis de Martigues, je suis de Provence, je suis de France, je suis romain, je suis humain. Bon, on peut garder cette lignée-là, cette manière de procéder et d'affirmer des identités successives et en même temps contemporaines. Ce travail d'ajustement qui, d'un point de vue religieux, pourrait être défini tout simplement comme un travail de conversion. Il n'y a pas là encore, ce sont des mots analogues, c'est une forme d'analogie, mais ce travail de conversion ou d'ajustement, nous avons à le mener, et la civilisation à laquelle nous appartenons, civilisation donc européenne très ancienne,
cette idée d'ajustement, que fait Ulysse? Il s'ajuste lui aussi à l'ordre cosmique en l'occurrence. Bon, il regagne Ithaque. Bon, eh bien, ne désespérons pas à l'idée que vis-à-vis de l'idée qu'Ithaque soit toujours à flot, qu'Ithaque soit toujours joignable, atteignable. Dans la navigation que nous menons, nous avons un point de départ, nous avons un point d'arrivée, Ithaque. Eh bien, gardons l'œil, gardons le cap et gardons confiance en Ithaque. Ithaque n'a pas été détruite, Carthage l'a été, Ithaque non. Guillaume Bernard, vous disiez tout à l'heure que la modernité n'a pas le vent en poupe, qu'elle a été discutée même à l'intérieur de nos sociétés et puis par les autres civilisation. Et c'est bien vrai, on constate qu'il y a une espèce d'essoufflement de cette modernité, peut-être parce que ses fondements n'étaient pas profondément solides comme l'est la tradition. Et donc ça nous laisse en fait une page blanche, c'est plein d'espoir, tout un monde à repeupler de symboles, à réenchanter par la tradition. Et donc maintenant on va parler des traditions, après avoir abordé le concept au sens un petit peu plus général, parfois un petit peu abstrait, même si nous l'avons ensuite incarné. Mais quelles sont pour vous les traditions qui peuvent nous permettre de faire revivre la grande tradition avec un grand T, qui peuvent nous permettre d'inscrire la tradition dans ce monde sécularisé, dans ce monde qui a oublié un petit peu son passé et ses racines? J'aurais envie de vous répondre en vivant conformément à l'ordre des choses. Alors c'est peut-être un peu intellectuel, peut-être un peu abstrait, mais en fait ça peut être très rapidement très concret. Faire vivre nos familles, nos communautés, nos groupes d'amis, les institutions dans lesquelles nous sommes, en essayant de les orienter vers le bien. Que c'est fondamentalement, je dirais, extrêmement simple. C'est plus simple à dire évidemment, mais je crois qu'il ne faut pas intellectualiser les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le rêve ou dans l'idéalisme. Il s'agit tout simplement, des philosophes classiques, de tendre fin. Eh bien, de la même manière que chaque être tend vers une certaine fin, vers une certaine finalité, chaque groupe social, lui aussi, un bien qui est inscrit en lui et vers lequel il doit tendre. Eh bien, faire vivre les traditions, eh bien, c'est faire vivre dans un territoire, en la démultipliant, c'est faire jouer les solidarités familiales, communautaires, que j'évoquais à l'instant, reconstituer le tissu social par des actions aussi bien caritatives que intellectuelles. Voilà, je crois qu'il ne faut pas vouloir forcément des principes abstraits. Je crois qu'il faut tout simplement les faire vivre. J'aurais envie de vous dire, selon la tradition et faire vivre les traditions de notre société. Alors, si on est breton, une tradition bretonne, si on est provençal, une tradition provençale, spécifique, particulière, mais qui ont la capacité de tendre vers l'universel, eh bien, je crois que c'est cela qu'il faut véritablement rechercher, plutôt qu'un idéalisme abstrait qui pourrait conduire à une forme soit de fatigue, voilà, vivre au jour le jour, non pas, comment dire, en étant justement les yeux penchés vers le sol, la tête courbée, mais en regardant l'avenir, en voyant ce vers quoi on doit tendre. Donc, par exemple, eh bien, c'est tout simplement de faire vivre le passé dans le présent. C'est arrêter, si vous me permettez, parce que ça fait partie de mes exaspérations, parce que vous le savez, je suis enseignant et donc j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de parents et qui sont, je dirais, un peu c'est à la question, je dirais, que la société soit la plus harmonieuse possible, et puis en même temps quand même dans une démarche un peu utilitariste. Il vaut peut-être mieux que mon fils fasse une école de commerce plutôt que les beaux-arts. Chacun de tendre vers ce pourquoi il est fait, de trouver sa vocation, et parmi ses enfants, il y en a qui feront une école de commerce, mais je crois qu'il faut aussi qu'il y en ait qui deviennent artistes, musiciens,
enseignant, sculpteur, dramaturge, faire vivre le passé dans le présent. La tradition, c'est pas quelque chose effectivement qui est figé, c'est quelque chose qui continue à vivre aujourd'hui au vie. Et donc, si j'avais un conseil à vous donner, par exemple, pour cette fin de l'année, eh bien, allez voir le spectacle Pierre de Corentin Stemler qui se joue au Palais des Congrès le 20 et le 21 décembre prochain. Voilà l'exemple d'un spectacle d'aujourd'hui. Qui utilise les techniques d'aujourd'hui, la vidéoprojection, les décors, etc., qui sont faits avec des mots, mais qui fait vivre la tradition, c'est-à-dire qui réexplique et qui fait que la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien, ça n'est pas simplement un monument du Moyen-Âge, c'est quelque chose qui est toujours présent et qui doit être présent dans notre vie. Faire vivre, c'est dans le présent. C'est ça, vivre selon la tradition. Et donc, évidemment, chacun d'entre nous, en fonction de ses origines ou de ses spécificités, traditions particulières, vendéennes, par exemple, pour ce qui me concerne. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez un exemple de tradition qui pourrait symboliser un petit peu ce renouveau auquel nous aspirons et que nous pouvons rejoindre aujourd'hui ? Eh bien, puisque nous sommes entrés dans le temps de l'Avent, ça pourrait tout simplement commencer à installer une crèche dans sa pièce principale de sa maison, et pas seulement pour faire la nique au wokisme, si vous voulez, mais pour prendre conscience que dans quelques jours, le 24 décembre, eh bien, nous ferons mémoire de la descente d'un Dieu qui s'incarne ici-bas. Ça va être de mettre dans la pièce principale de la maison aussi peut-être des cantiques de Noël, les faire écouter à ses enfants, de fréquenter la messe de minuit. Ça pourrait être un bon début pour ceux qui n'y vont pas souvent, de rentrer dans une église, de brûler un cierge devant la crèche qui a été confectionnée normalement dans la dite église. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Guillaume Bernard, hein, c'est-à-dire de refaire des choses simples. En fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est une promenade en famille le dimanche après-midi, c'est brûler des châtaignes auprès de la cheminée parce que c'est la saison, c'est prendre du temps avec les siens. Moi, je suis très sensible à cette scène du début du film Gladiator. Je parle du 1, pas du 2, où Maximus parle avec Marc Aurèle et il dit, ben voilà, ça fait exactement 2 ans, 4 mois et 24 jours que je suis pas revenu chez moi. Et il aspire qu'une chose, c'est être sur sa terre, cultiver son champ, être avec son fils, sa femme. Voilà, c'est peut-être ça, la véritable tradition, c'est de cultiver les belles vertus domestiques que le monde postmoderne veut arracher au cœur de l'homme. La modernité a voulu reléguer le bon Dieu à la sphère privée. Quand je dis modernité, c'est de Descartes jusqu'aux Lumières à peu près. La postmodernité, l'atmosphère dans laquelle nous sommes, et je pense que Rémi Soulier sera d'accord avec moi, elle désire arracher aux hommes le désir même de Dieu. Voilà. Absolument. C'est plus seulement Dieu qu'on relègue à la sphère privée, c'est qu'on aspire à arracher aux hommes le désir même de Dieu. Tout à l'heure, vous êtes interrogé, vous nous avez dit, mais qu'est-ce que c'est que les traditions aujourd'hui au sens moderne, notre monde postmoderne, comment il dit la tradition ? Mais en fait, il n'a pas de tradition. Le monde postmoderne, il se regarde le nombril. Il refait des émissions, les 20 ans de la télé, pour refaire les émissions d'Arthur il y a 20 ans, quand Arthur est encore présentateur aujourd'hui. Il se regarde, il se re-regarde, mais il finit par se lasser de se regarder. Voilà, c'est ce qu'on observe. Mon père, pardonnez-moi, je vous coupe en pleine lancée, mais merci pour ce mot de la fin, en tout cas, parce que l'émission va s'achever. Merci à tous pour ces échanges très riches. Et puis, merci pour surtout tous ces conseils pour faire vivre la tradition, à la fois dans notre communauté, dans notre civilisation européenne, mais aussi et surtout dans nos quotidiens, pour être finalement chacun des porteurs de ce flambeau. Merci à tous. Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal des idées politiques dirigé par Victoire Lévesque. Émission préenregistrée le 3 décembre 2024 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 13 décembre de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.